Bonjour à tous, pour ce deuxième épisode consacré à l'Octavie du pseudo-Sénèque, on va s'intéresser à la portée politique de ce texte. En effet, à travers les répliques des différents personnages, l'auteur fait une critique sociale acerbe de la tyrannie incarnée par Néron. Le caractère tyrannique du règne de Néron est souligné à plusieurs reprises dans le texte. Par exemple, dans cette tirade d'Octavie, mais en réalité, mourir assassiné m'est moins pénible qu'affronter le regard hautain et menaçant d'un tyran, échanger des baisers avec un ennemi, redouter les volontés d'un être auquel ma douleur ne saurait complaire après la mort criminelle d'un frère, quand son ignoble assassin occupe sa place au sommet de l'État et se réjouit de son sort. Plus tard, à l'acte 3, ce sera Agrippine qui désignera explicitement son fils comme un tyran. La furie vengeresse prépare au tyran impie une fin digne de lui, des coups, une fuite honteuse, et des châtiments qui laissent loin derrière eux la soif de Tantale, les terribles efforts de Sisyphe, l'oiseau de Tityos et la roue qui emporte les membres d'Ixion. Désignant ici un certain nombre de supplices subis par des personnages mythologiques. Qu'est-ce qui caractérise le tyran dans cette pièce ? Tout d'abord, le tyran croit que la fortune est toujours de son côté et ne l'abandonnera jamais. Ainsi, dans ce passage qui est assez intéressant parce que c'est un passage dans lequel Sénèque est un acteur, parce que la pièce a été écrite après la mort de Sénèque, mais une des raisons qui explique que cette pièce ait été considérée comme une pièce de Sénèque est justement le fait que Sénèque apparaisse dedans, ce qui peut paraître bizarre, mais il semblerait que le copiste ait vu Sénèque à l'intérieur des pièces et il se dit bon, ça veut dire que c'est Sénèque qui l'a écrit, comprenne qui pourra. Mais en tout cas, cette discussion entre Sénèque et Néron est absolument fascinante parce qu'elle décrit exactement les mécanismes de la tyrannie et explique le comportement de Néron. Pour revenir à sa croyance que la fortune sera toujours de son côté, il dit « La fortune qui m'est favorable me permet tout », ou, plus loin, « Je le dois aux dieux si Rome et le Sénat eux-mêmes sont mes esclaves, si la crainte dont je suis l'objet tire de la bouche des Romains malgré eux des suppliques et un langage humble », considérant que concrètement les dieux lui ont tout donné et ne l'abandonneront jamais. Cette croyance que la fortune sera toujours de son côté et que fondamentalement il peut faire ce qu'il veut, il n'y aura aucune conséquence, fait qu'il exprime directement du mépris pour tous les corps intermédiaires, à commencer par Sénèque, parce que leur discussion se conclut finalement par cette remarque très sèche, parce que Sénèque, pendant toute la discussion, essaie de le convaincre de rester avec Octavie, parce que son union avec Protée donc, se divorce, alors que Octavie est pure, et concrètement un divorce impie. Et finalement, cette discussion se termine par « Mets fin à ton insistance qui me devient par trop pénible, qu'il soit permis de faire ce que Sénèque désapprouve. » Donc fondamentalement, alors que Sénèque est, en l'occurrence, par son âge, et aussi par son intelligence, on va dire la figure de la sagesse, il se permet à chaque fois de contester Sénèque et finalement de rejeter son avis. Ensuite, il exprime aussi son dédain, on va dire, pour l'avis du peuple. La colère du peuple fidèle ne saurait sans difficulté supporter ce mariage que la sainte piété ne permettrait pas. Je serai le seul à me voir interdire ce que l'on permet à tous. Le peuple exige toujours plus de celui qui a sa tête. Il me plaît de voir si une intervention violente de ma part chassera des esprits une exaltation irréfléchie. Dans lequel il dit très clairement donc qu'il peut écraser le peuple si ce dernier n'est pas d'accord et désapprouve sa politique. Et enfin, le plus surprenant, c'est alors même que Néron invoque les dieux pour justifier son pouvoir, il finit par expliquer que fondamentalement, les dieux et la piété n'ont aucune importance, alors même que ce sont eux qui lui ont tout donné. Et on le voit dans sa discussion avec Sénèque. Puissent les dieux ne jamais trouver rien à redire à tes actes, craindrais-je bêtement les dieux quand c'est moi qui les fais ? Il se pose comme ça en maître de la parole divine et en contrôle son interprétation. Il peut être intéressant pour mieux comprendre cette pièce de comparer le caractère de Néron avec le caractère d'un autre tyran de la tragédie antique, en l'occurrence de la tragédie grecque, qui est le personnage de Créon dans Antigone de Sophocle. Pour résumer rapidement l'histoire d'Antigone, il faut revenir au mythe d'Oedipe, c'est-à-dire Oedipe, après avoir découvert qu'il avait tué son père et couché avec sa mère, finit, on va dire, par être expulsé de la ville par ses deux fils, qui sont donc Éthéocle et Polynice. Une fois qu'il a été expulsé, il maudit les deux, en disant que chacun mourra de la main de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que, pour gérer le pouvoir, étant donné que ses deux fils doivent gérer une seule ville, il propose de s'alterner, c'est-à-dire Éthéocle gouvernera en premier, pour un an, puis Polynice gouvernera l'année suivante, puis après ce sera nouveau Éthéocle, etc. Mais après un an de gouvernance d'Éthéocle, Polynice revient pour prendre le pouvoir et Éthéocle refuse de le lui donner. Et donc Polynice furieux se fait l'allié de plein de villes grecques et décide, on va dire, de reprendre le pouvoir qu'il considère comme légitime en lançant une attaque contre Thèbes. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une tragédie d'Échille, les 7 contre Thèbes justement, parce qu'il y avait 7 villes et qui tenteront d'aider Polynice à récupérer son trône. Et en l'occurrence,
Lors de cette guerre, Polynice et Éthéocle se blesseront à mort mutuellement lors des combats et finiront par mourir tous les deux. Le centre de Antigone de Sophocle, c'est que alors que le nouveau roi, qui est donc Créon, veut honorer en lui donnant des funérailles officielles Éthéocle, il décide de laisser aux chiens et à la poussière le cadavre de Polynice parce qu'il le considère comme un traître pour avoir attaqué la ville. Et Antigone, qui est donc la sœur des deux, elle refuse de voir son frère abandonné aux chiens et tente de l'enterrer. Alors que c'est interdit par Créon, ce dernier finira par tenter de la punir, et c'est toute l'histoire de Antigone de Sophocle. Tout d'abord, le rapport entre Créon et Néron, c'est qu'ils ont tous les deux une même conception d'une cité bien gérée. Pour eux, une cité bien gérée est une cité où le roi impose à ses sujets sans qu'ils discutent, et fondamentalement gouverne plus par la peur que par la conviction. Néron dit explicitement « César doit être craint », et Sénèque lui répond alors « Aimer plus encore ». Mais c'est surtout dans sa discussion avec Sénèque sur l'opinion de la foule que transparaît son avis. « Tu ferais mieux de t'adoucir et de complaire à tes sujets. Un pays est mal gouverné quand la foule en dirige les chefs. Quand elle ne peut rien obtenir, c'est justice qu'elle se fâche. C'est justice d'obtenir par la contrainte ce qu'on n'obtient pas par les prières. C'est le refus qui est cruel. Il est criminel de forcer un prince. Qu'il cède de bonne grâce. La rumeur en fera un vaincu. Elle est inconstante et creuse. Peut-être, mais elle en discrédite plus d'un. Elle redoute les hauteurs. Elle ne se laisse pourtant pas de les entamer. » Cette conception autoritaire du pouvoir est partagée par Créon. Pour donner un peu de contexte, Aimon, qui est le fils de Créon, est amoureux d'Antigone, et quand il apprend que son père compte la mettre à mort, il décide de le voir pour lui faire changer d'avis, et donc on a cette discussion. « Tu proposes donc d'honorer ceux qui manquent à leur devoir. Je ne songe pas à demander qu'on honore des méchants. N'a-t-elle pas été touchée par cette maladie ? Ce n'est pas ce que dit le peuple de Thèbes dans son ensemble. Et c'est le peuple qui va me dicter les ordres que je dois donner. Te rends-tu compte que tu viens de parler vraiment comme un enfant ? Il me faut donc gouverner ce pays pour quelqu'un d'autre que moi ? Il n'est pas de cité qui n'appartienne à un seul homme. Ne juge-t-on pas qu'une cité dépend de son chef ? Tu es fait pour gouverner tout seul une cité sans habitants. » Néanmoins, s'il y a beaucoup de similarités entre la vision du pouvoir de Néron et celle de Créon, il y a quand même d'importantes différences. Et on va dire que les motifs de Néron sont avant tout des motifs humains. En fait, si il veut divorcer alors même que sa femme est tout à fait vertueuse, c'est parce qu'il est amoureux de sa maîtresse, et on va dire que fondamentalement, il obéit à son désir plutôt qu'obéir à son devoir. L'amour est selon moi la cause principale de la vie, en ce qu'il est la source du plaisir. Si l'homme, sans cesse procréé, est immortel, c'est grâce au plaisir d'amour qui fléchit les bêtes sauvages. Cette volonté d'obéir complètement à ses pulsions et à son amour est quelque chose qui est très critiqué par Sénèque, qui considère lui que cet amour plein de désirs est en fait passager, et que ce qui compte c'est la vertu de son épouse légitime. On voit ça dans deux passages. « Ne te fie pas aveuglément à l'amour, il te quittera », ou encore « D'une épouse, c'est la probité, la fidélité, les mœurs et la vertu qui doivent plaire à un époux. Seules sont impérissables les qualités de l'âme et de l'esprit qui ne dépendent de rien, tandis que chaque jour qui passe flétrit l'éclat de la beauté. » Alors que le mariage de Néron est essentiellement motivé par son désir, les actes de Créon, et en particulier sa volonté de punir Antigone, ne semblent pas être motivés par autre chose que sa conception rigide du pouvoir, sur lequel on doit nécessairement lui obéir. Et fondamentalement, ça fait que c'est un personnage beaucoup moins humain, au sens qu'il n'a pas vraiment de désir, mais surtout qu'il considère qu'il y a un ordre à respecter, et qu'au nom de cet ordre, il va prendre des décisions complètement tyranniques. La grande différence entre les personnages d'Antigone de Sophocle et les personnages d'Octavie du Pseudo-Sénèque, c'est que les personnages d'Octavie sont en réalité assez faibles, ou enfin surtout humains. Ils obéissent à leurs pulsions, à ce qu'ils désirent sur l'instant, alors que les personnages d'Antigone ont plus, on va dire, une vision des principes et se tiennent à leurs principes. L'opposition entre les deux pièces se manifeste ainsi, par exemple, par le rôle d'Octavie par rapport au rôle d'Antigone. Octavie, dans la pièce, il faut dire, elle est complètement passive. C'est-à-dire, elle subit le destin et elle n'y peut rien. Et alors même qu'elle subit tout de Néron, qui est donc son époux et qui est son tyran, en fait, elle ne peut jamais lui adresser la parole. C'est-à-dire, Néron prend toutes ses décisions seul, il n'écoute personne, et fondamentalement, alors que toute la pièce est concentrée sur l'opposition entre les deux personnages ne se parlent jamais. C'est-à-dire, Néron est trop dans sa bulle, et Octavie, elle est trop faible pour pouvoir le défier. Elle subit son destin et elle n'y peut rien. Alors que c'est la grande différence avec Antigone, parce qu'Antigone, elle est forte, elle défie sans aucune difficulté Créon, ce dernier dit qu'elle ne doit pas enterrer son frère, elle va quand même le faire,
Elle se justifie de ses actes, elle considère qu'ils sont légitimes et elle traite Créon d'impie. C'est une figure qui est extrêmement courageuse et qui est extrêmement puissante. Pour donner même la petite anecdote linguistique, la première occurrence du terme anarchie dans le sens qu'on lui donne actuellement était dans la pièce que j'ai mentionnée plus haut, Les 7 contre Thèbes, où à la fin de la pièce Antigone parle, où elle réaffirme son désir de vouloir enterrer son frère, parce que la pièce se passe juste avant Antigone de Sophocle. Et donc, dans Les 7 contre Thèbes, elle dit un moment « Il ne m'est point honteux d'ensevelir mon frère et d'enfreindre en ceci la volonté de la cité. » Donc, on se dit où est le mot anarchime, parce que la traduction grecque c'est compliqué, mais en l'occurrence, l'idée de enfreindre la volonté de la cité correspond à la traduction du terme grec anarchia, et c'est la première fois qu'on a une telle traduction dans l'histoire. Antigone est vraiment le symbole de celle qui défie complètement l'ordre et les tyrans, là où Octavie est quand même un personnage qui, s'il est très vertueux et très pathétique, est fondamentalement un personnage très faible. C'est fini pour cet épisode de Remarques en vrac. Dans le troisième et dernier épisode, on s'intéressera à ce que cette pièce a de particulièrement romain. Qu'est-ce que cette pièce nous apprend sur Rome, sur la vision que les Romains avaient d'eux-mêmes. Tout ça, toutes ces questions, on les abordera dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.